Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Ezaï TV. L'ancien président Émile Delin Zissou est conduit dans sa dernière demeure ce jour. Vous aurez dans ce journal le dernier hommage de la nation rendu à l'illustre disparu. La Ségub est obligée à reverser plus de 2 milliards de francs CFA au port autonome de Cotonou. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres tenu hier. Le Bénin tend vers une digitalisation de la microfinance avec le consortium à la FIA. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'ancien président du Bénin, Émile Delin Zissou, décédé le 29 juillet dernier, a reçu les hommages de la nation hier au Palais des Congrès de Cotonou. Il a rejoint sa dernière demeure ce jour après une messe d'inhumation à l'église Saint-Michel de Cotonou. Le reportage est signé Laïbi Billy et Thierry Azagba. L'ancien président du Bénin, Émile Delin Zissou, repose dès ce 25 août 2016 dans sa dernière demeure au cimetière d'Akbakba à Cotonou. Décédé le 29 juillet dernier, l'ancien chef de l'État a reçu les hommages de toute la nation et la dernière bénédiction ce jour même à l'église Saint-Michel de Cotonou. Pour le chef de l'État Patrice Talon, il n'y a pas de devoir plus responsable, quoique douloureux, que celui qui incombe à un président de la République d'adresser l'ultime adieu à un de ses admirés prédécesseurs. Patrice Talon est convaincu que 3 mots résument feu président Émile Delin Zissou: conviction, audace et témérité. Mais au-delà, il fut un homme de dignité. C'est pour cela que tout le peuple béninois a rendu hommage à ce fils qu'il a honoré. Il ne se serait jamais décrit, il y a 3 semaines alors qu'il se voyait en train de partir, il ne se serait jamais décrit comme en voie de disparition. Et donc, ce qui est très important pour nous, ça va être de conserver ses archives, qui sont très nombreuses. Vous savez, il a connu des gens qui appartiennent à l'histoire. Il était un familier du général de Gaulle, il était un familier de Mao Tse-tung, il était un ami des papes, l'ami de Paul VI, il était l'ami de Jean-Paul II. Donc il a vécu quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il était le plus ancien chef d'État avec Nelson Mandela. Puis quand Nelson Mandela est mort, il est resté le doyen de tous les chefs d'État. Donc il faut qu'on fasse vivre cette mémoire, cette histoire, ces archives. Zissou, c'était un père, un sage, qui au début de ma carrière professionnelle m'a prodigué beaucoup de conseils. Et quand j'ai eu l'intention de entrer en politique, il a été celui qui m'a énormément conseillé, qui a été pour moi un guide, un modèle. Le souvenir que je garde de ce illustre disparu, c'est la rigueur. La rigueur qui donne le sens à tout ce qu'on fait. Quand on veut faire de grandes choses, si vous ne mettez pas de la rigueur, il incarnait la rigueur, il incarnait l'amour de la patrie, il incarnait la justice. Et je pense que ce sont des valeurs qui, de notre temps, nous devons réactiver. Feu président Émile Delin Zissou est devenu président du Bénin le 17 juillet 1968 jusqu'à un coup d'État qu'il a renversé en décembre 1969. Il a été opposant au régime du parti unique du feu général Mathieu Kérékou de 1974 à 1990. Il a été membre fondateur du Haut Conseil pour la République avec les anciens présidents Aroma Degbe et Maga. Sans oublier la création de l'Union africaine, sa présidence du Haut Conseil de la francophonie et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Désormais, feu président Émile Delin Zissou repose dans sa dernière demeure. Paix à son âme. L'ouverture de la 10e conférence annuelle de la microfinance s'est tenue ce matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Une conférence qui a permis aux acteurs des systèmes financiers décentralisés du Bénin de marquer une pause pour faire le bilan de la mise en œuvre de la microfinance. Le compte rendu est signé Kader Achirou. L'état des lieux, les défis et les perspectives pour une finance inclusive au Bénin est le thème central autour duquel les réflexions sont axées pour cette 10e édition de la conférence annuelle de la microfinance. À cette ouverture, la finance digitale, encore appelée finance numérique, a été distinguée comme celle qui rime avec les aspirations profondes de notre ère. Le gouvernement est alors interpellé pour le suivi du processus de digitalisation de la microfinance. Le consortium à l'AFIA voudrait donner sa disponibilité à œuvrer aux côtés du gouvernement pour non seulement renforcer les performances du secteur, mais également et surtout
contribuer à la rupture avec les pratiques tendant à compromettre la pérennité de la microfinance au Bénin. Le représentant du ministre des Finances ainsi que celui du ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales ont félicité chacun à leur tour la direction de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin pour la régularité de la tenue de ces assises et ont exhorté les participants à plus d'abnégation afin que des propositions d'action pertinentes soient formulées. Pour moi et pour mon département ministériel qui a en charge la microfinance, le consortium Alafia est un acteur incontournable sur lequel le ministère compte s'appuyer pour la professionnalisation et le développement du secteur. En effet, tout comme vous, professionnels de la microfinance, les actions du ministère de l'économie et des finances visent à contribuer à l'instauration d'une économie prospère et à la stabilité du système financier à travers une régulation de ce secteur. La finalité étant la contribution à l'amélioration de la qualité de vie des populations béninoises. Selon les conférenciers, la microfinance de par le monde est considérée comme un puissant outil de lutte contre la pauvreté car elle permet de toucher directement les populations à la base. Au niveau de la finance digitale, que chacun appelle encore finance numérique, ça a plusieurs noms. Eh bien, c'est pour permettre d'utiliser aujourd'hui le système numérique, donc dans la facilitation de la mise en œuvre des activités financières. Les conférences annuelles nous ont permis d'aborder presque toutes les problématiques relatives au développement du secteur de la microfinance au Bénin. À commencer d'abord par le cadre réglementaire, le cadre juridique applicable au système financier décentralisé. Il est heureux aujourd'hui de constater que l'ensemble des systèmes financiers décentralisés est agréé. Diverses thématiques ont été retenues pour cette conférence annuelle de la microfinance. Cette journée permettra aux professionnels de la microfinance et au consortium Alafia en particulier de marquer une pause et de faire un bilan des éditions précédentes des conférences annuelles de la microfinance. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises. On écoute un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki, avec Kadé Achiro. Le Conseil a relevé que les actes réglementaires pris dans les ministères et les préfectures devront être en harmonie avec la politique de la nation dans tous les secteurs pour lesquels ces actes sont pris. Ces actes doivent être aussi en harmonie avec les plans, les programmes et les projets de développement approuvés par le gouvernement. Les 10 actes devront également traduire la volonté d'une cohésion gouvernementale à toute épreuve. Pour renforcer cette cohésion et assurer le suivi des actes administratifs, un mécanisme est mis en place à la présidence de la République à travers la création d'une cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Le Conseil a pris un décret à cet effet. Et enfin, le montant des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion en transit, consignés au niveau de la Ségub SA. Vous vous rappelez que le gouvernement avait ordonné un audit des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion en transit de 2012 à avril 2016. En prélude à cet audit, il a été procédé le 26 avril 2016 à la suspension de tous les reversements de redevances relatives aux prestations en général, y compris les redevances concernant les contrats du guichet unique portuaire et du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur. Mais, à l'exception des redevances relatives à certaines rubriques, comme échange de BL, transfert, frais de parc de regroupement, départ et assurance convoyage.
le montant cumulé de ces redevances, suspendues depuis le 26 avril 2016, à la date du 23 août 2016, le montant cumulé de ces redevances s'élève à environ 2,7 milliards de francs CFA. Ce montant est retenu et consigné au niveau de Ségub. Le point des virements suspendus a été fait, donc à la date du 23 août 2016. À l'exception des honoraires de la Ségub SA, les virements suspendus se montent globalement à environ 2 milliards de francs CFA au 23 août 2016. Le Conseil a autorisé le reversement de cette somme au port autonome de Cotonou. Le ministre des Infrastructures et des Transports a été instruit à l'effet d'autoriser le port autonome de Cotonou à utiliser cette somme d'environ 2 milliards de francs CFA pour contribuer à l'effort national de sécurisation des corridors dans le cadre du renforcement sécuritaire. Suivons à présent Lord Kwenou, président du Parti des valeurs républicaines, qui s'insurge d'abord contre la décision issue du Conseil des ministres qui oblige la Ségub à faire un reversement d'une somme de 2 milliards de francs CFA au port autonome de Cotonou. Il parle ensuite de la réduction de 52% du financement du Fonds d'aide à la culture et enfin la visite de l'ancien chef de l'État, Thomas Boniyayi, à l'aéroport de Tourou. Il est au micro de Cadet Achiro. Nous avons suivi ce 24 août 2016 le Conseil des ministres du président Talon avec beaucoup de regrets parce que lorsqu'on bloque, n'est-ce pas, d'abord les fonds dévolus pour le fonctionnement donc, des opérateurs économiques qui opèrent sur la plateforme portuaire constatée par donc, cet institut qu'on appelle Ségub et qu'on envoie 2 milliards au port pour le fonctionnement de quoi on ne sait pas, et sans pouvoir nous dire véritablement ce à quoi, n'est-ce pas, sera destiné et ces fonds-là. Je pense que c'est une pagaille, c'est une voyoucrasie financière et ça laisse croire que l'État voyou que Talon Patrice a dénoncé lors d'un débat contradictoire sur l'ORTB, il est aujourd'hui à travers donc, son comportement, il est en train de faire et montre, n'est-ce pas, d'un comportement voyou. Parce que les fonds publics, quand même, il faut donc les gérer avec beaucoup de catholicisité. Et donc, ces 2 milliards qu'on envoie au port pour quelque fonctionnement que ce soit, sans pouvoir donc régler les opérateurs économiques qui opèrent et de commun accord avec Ségub et pour le bien-être des activités du port, qu'on refuse, qu'on bloque les fonds, je pense que ce comportement est peu orthodoxe. Et donc, à part ça, nous avons souhaité aussi opiner sur donc, la réduction du fonds d'aide à la culture. C'est quand même un acquis. Et les artistes, vous avez vu comment je me suis habillé en tant que promoteur culturel. Avant d'aller à la politique, d'aller créer mon parti, j'étais promoteur culturel. Et donc, j'ai été fortement dérangé. L'identité de tout pays, c'est sa culture. Et donc, sans aucun travail et au préalable de commun accord avec les acteurs de la culture, le gouvernement de Patrice Talon, comme à ses habitudes, prend donc de façon délibérée une décision et donc, n'est-ce pas, défalque, pour ainsi dire, plus de 52% du fonds d'aide à la culture. Il faut que Talon Patrice accepte de retourner ce que son gouvernement a volé, n'est-ce pas, de la caisse du fonds d'aide. C'est un vol. Dès lors que c'est un acquis, n'est-ce pas, constaté en faveur donc des artistes depuis lors, depuis des lustres, j'allais dire, et qu'on veut donc réduire ces fonds-là, sans faire aucun travail avec les artistes, les organisations donc des artistes. Donc un gouvernement a choisi donc de voler les fonds. Il faut qu'il rétrocède, n'est-ce pas, les 52% donc des fonds et défalqués et du fonds d'aide à la culture. Et pour donc me retrater devant le micro, je voudrais donc revenir sur la visite de l'ancien chef d'État à l'aéroport de Tourou. Aucun test, aucune loi donc n'interdit à un ancien chef d'État de se déplacer. Et dans ce cadre-là, le comportement du ministre Khekhomé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une violation à la liberté. Il ne peut pas dire que Yahya Boni ne peut pas donc venir à l'aéroport de Tourou. Et je pense que c'est dans le souci de voir préserver et respecter son héritage qu'il a laissé, qu'il a souhaité donc d'aller voir. Et Yahya Boni, pour qui le connaît, il n'aime pas se reposer.
Et donc, qu'ils choisissent d'aller voir non seulement un aéroport ou même des chantiers qui ont été conduits sous sa houlette, ce n'est pas une infraction pénale. Et donc, le comportement du ministre Héhomen doit être réprimé normalement. Ça veut dire que ce que Héhomen a dit, Talon Patiki lui a dit de dire. Sinon, à ce jour, on devait donc, n'est-ce pas, le relever de ses fonctions. Je ne terminerai pas sans pour autant dire un mot par rapport à la situation à l'université. Quand on envoie 21 étudiants, on les suspend pendant 5 ans, mais ils vont devenir braqueurs parce que quelqu'un qu'on envoie à la maison pendant 5 ans sous forme de punition, il n'aura plus le goût des études. Et donc le professeur Brice Saint-Saëns doit revenir sur sa décision. Et donc dans tout pays, c'est un gouvernement qui décide du plan éducationnel. Qu'on essaie de nous parler donc de l'autonomie de la gestion de nos universités. Il faut que Talon Patiki s'implique pour que Saint-Saëns rapporte, n'est-ce pas, sa décision. La Fédération béninoise de natation tient depuis hier un séminaire de formation des officiels techniques à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif du Bénin. Ce séminaire vise à former de nouveaux juges de natation d'une part et d'autre part à faire un recyclage pour les anciens. Suivez le compte-rendu de Larios Adjagbenon et Cal Kitomen. Outiller les officiels béninois pour l'arbitrage d'une compétition de natation, tel est l'objectif du séminaire de formation qui a démarré hier au Comité national olympique. Pour le compte de cette deuxième journée, l'expert français Thierry Bonaman, un juge dépêché par la Fédération internationale, initie les participants aux règles 2015-2017. On consiste déjà à former de nouveaux juges de natation, à faire un recyclage pour ceux qui connaissent déjà les rudiments de l'arbitrage de la natation. Selon le président Abdon Deguenon de la Fédération béninoise de natation, cette formation vient à point nommé. Elle permet à la fédération de disposer des compétences nécessaires lors des prochaines compétitions nationales. Cette formation était très utile pour nous. La formation des officiels de la natation est une formation qui permet à tous ceux qui participent d'être aptes à officier et dans tous les compartiments à l'occasion des compétitions de natation. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. C'est une formation de base qui nous permet de prendre encore plus connaissance davantage sur les règles, les nouvelles règles de la natation. Généralement, on nage, on ne connaît pas les règles de la natation en général. On nous a appris à connaître le règlement de la natation. Nous a initié à ça. Après la phase théorique, le séminaire connaîtra une phase pratique le samedi avant son terme prévu pour le 28 août prochain. On finit ce journal par les informations de la page inter que nous propose Bénis Loco. L'actualité hors de nos frontières au Mali, 3 partis politiques maliens claquent la porte de la majorité présidentielle. Ils évoquent des questions de mauvaise gouvernance, d'absence de concertation et pointent du doigt la politique gouvernementale pour le retour de la paix dans le Nord. Toujours au Mali, le procès d'Ahmad Al-Mahdi devant la Cour pénale internationale vient de s'achever après 3 jours d'audience. Le jugement et la peine de ce Malien poursuivi pour la destruction de plusieurs mausolées à Tombouctou en 2012 lors de l'occupation djihadiste sera prononcé le 27 septembre prochain. Du Mali, faisons un tour au Tchad. La justice a classé sans suite le dossier de la disparition des militaires au lendemain de la présidentielle du 9 avril dernier. Plusieurs candidats d'opposition et des associations de la société civile avaient accusé le pouvoir d'avoir fait disparaître des membres des forces de défense et de sécurité qui n'auraient pas voté pour le président sortant Idriss Déby. Au terme de son enquête, le procureur affirme n'avoir rien trouvé. À présent, rendons-nous au Sénégal où la totalité de la production nationale en riz blanc a été écoulée selon les acteurs de la filière. Le pays importe massivement cette denrée de l'étranger alors que le riz est l'aliment le plus consommé du Sénégal. Les autorités veulent donc mettre fin à cette dépendance et tablent sur l'autosuffisance en riz d'ici 2017. Refermons cette page inter par l'actualité en République démocratique du Congo. Le colonel Elias Bienchi a été enterré hier mercredi. Cet officier de l'armée congolaise a été assassiné le week-end dernier à Bukavu, quelques jours après l'ouverture du procès du massacre de Moutaroul. Une procédure au cours de laquelle il avait été cité, accusé à minima de ne pas avoir protégé les victimes sur fond de conflit entre communautés Banyamuleng et Bafulero. Cet assassinat suscite bien des questions et des craintes au sud Kivu.
Ce sera tout pour les informations de ce soir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com.